Et tout de suite, place à notre grand angle. Le militantisme au féminin est donc à l'honneur ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir deux invités, deux figures de la société civile au Sahel. Epiphanie Nodjikwa-Dionrang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes slameuse et présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes. Et Rakizatou Malika Ouattara, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes slameuse également, fondatrice et présidente de la fondation Slamazone. Alors une première question qui concerne l'actualité brûlante. Ce prix Nobel de la paix, on en a parlé dans la première partie du 64. Il a été décerné à une militante iranienne, une femme qui est aujourd'hui derrière les barreaux. C'est un symbole fort pour vous? Bien sûr, c'est un symbole fort. Et j'aime à le dire, pour montrer la voie, il faut porter la croix. Et cette croix, elle la porte très bien. Nous, femmes, je suis peut-être féministe, mais oui, nous, femmes, nous portons grandement les combats et je suis convaincue qu'elle le mérite, ce prix Nobel, parce qu'elle a fait beaucoup d'actions, en tout cas, qui étaient très concrètes. Et puis voilà, je pense que nous également, derrière, nous, chacune de son côté fait un combat pour, en tout cas, cette liberté-là. Épiphanie, vous partagez ce point de vue. Pour porter la voix, il faut porter la croix. Ouais. Oui, exactement. C'est une fierté pour nous de voir les femmes dans chaque pays libérer la voix pour les autres, en fait. Donc, c'est un exemple aussi pour les jeunes femmes et les jeunes filles pour vraiment militer et lutter pour que nos droits puissent être respectés dans notre société. C'est ça. Alors, vous allez nous parler de ce que vous faites concrètement sur le terrain. Je commence par vous, Rakizatou Malika. Vous avez fondé la fondation Slamazone. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, en tant qu'artiste, nous avons jugé bon d'utiliser l'art au service du développement. Et la fondation Slamazone, créée en 2019, milite comme ça pour les personnes en marge de la société. Et je parle notamment des personnes atteintes d'albinisme, des enfants vivant dans la rue, des enfants orphelins et des personnes vivant avec un handicap visuel. Alors, beaucoup d'actions comme ça sont faites au niveau de notre pays, le Burkina Faso, et aussi au-delà, pour que ces personnes-là puissent arrêter d'être marginalisées et que le regard puisse changer afin qu'on ait quand même une cohésion sociale assez endogène. Et ça passe par quel type d'action, par exemple, pour faire changer les mentalités? Parce que c'est compliqué. Bien sûr, la première grande zone. C'est très compliqué. La première grande action comme ça, en 2019, était la réfection d'un centre de consultation pédiatrique pour les enfants d'une ville de Ouagadougou, d'une ville du Burkina qu'on appelle Bobo Dioulasso. Et ensuite, nous passons par la prise en charge scolaire de tous ces enfants-là. Donc, je parle comme ça d'une centaine d'enfants pris en charge chaque année avec un suivi bien établi jusqu'à ce qu'en tout cas, ils puissent être autonomes sur le plan scolaire et sur le plan professionnel. Donc là, on parle d'autonomisation, que ce soit de la femme ou des hommes. Et là, c'est une autonomisation générale parce que vous le savez, pour que l'on puisse demain aller vers un développement économique très solide, il faut des institutions fortes. Et donc, nous essayons d'être une institution forte. Et il faut également des personnes engagées derrière pour mener à bien ces activités-là. Alors justement, vous parlez d'institutions fortes. Ces 3 dernières années, en Afrique de l'Ouest, on a connu pas moins de 3 coups d'État. Est-ce que vous, dans votre quotidien, Epiphanie par exemple, ces coups d'État, vous pensez que ça peut être justement faire reculer les espaces civiques, le champ d'action des citoyens et donc l'action des militants? Oui, exactement, en tant que société civile. Mais après, en tant que femme, nous sommes les plus touchées par tout ça. Donc, en fait, on mène des actions de sensibilisation à l'endroit, en fait, que ce soit de la population, pour que les choses puissent changer. Mais au Tchad, est-ce que vous avez des statistiques justement sur l'évolution de la place des femmes dans la société? Parce que comment est-ce que vous mesurez concrètement l'efficacité des actions que vous menez sur le terrain, à grande échelle, évidemment? Oui, exactement. C'est le travail qu'on mène au quotidien à travers la Ligue tchadienne des droits des femmes. Donc, on essaie de faire des plaidoyers aussi, beaucoup plus avoir des statistiques sur les cas de violence que les femmes subissent dans notre société. Donc, il y a assez de cas de féminicide, surtout au Tchad, et aussi des viols sur les jeunes filles. Et on essaie de faire des plaidoyers pour pouvoir avoir vraiment des statistiques, surtout dans tout le pays, en fait.
Et vous arrivez à les obtenir, ces statistiques, ou c'est encore un peu compliqué? C'est un peu compliqué, mais on essaie. Quels sont justement les principaux obstacles? Oui, les obstacles, c'est libérer la parole, en fait. Beaucoup de femmes ne veulent pas partager, parler de leur vécu parce qu'il y a des représailles qui sont là. On a cette question de tabou dans la société qui est là, qui fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'ouvrir. Mais avec ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup plus dans l'accompagnement psychosocial, juridique et aussi médical des victimes, donc on essaie de libérer la parole pour qu'elles puissent vraiment se sentir libres de dénoncer et de dire ce qui ne va pas dans la société pour qu'on puisse ensemble mener à bien cette lutte. Et vous, Rakizatou Malika, est-ce que vous arrivez dans votre combat en faveur des personnes marginalisées, est-ce que vous arrivez à bénéficier d'un soutien institutionnel ou vous restez quand même assez seul dans votre lutte? Alors, on va dire qu'au départ, bien sûr, on était seuls. Parce que c'est d'abord une conviction personnelle. Donc, les premières actions comme ça ont été menées seules. Au fil des années, bien sûr, le gouvernement et les institutions ont un regard sur l'évolution des choses. Et bien sûr, ça nous a valu l'accompagnement de certaines structures. Aujourd'hui, on est là avec Oxfam. Je suis également ambassadrice du programme des Nations Unies au Burkina Faso. Et j'ai eu la chance également d'être chevalier de l'ordre du mérite dans les actions humanitaires. Donc, ce sont des structures comme ça qui s'allient lorsqu'ils voient que le combat est réel. Le combat sur le terrain, en tout cas, essaie de faire bouger les lignes. Et là, vous êtes là justement dans le cadre du festival Oxfam France qui se tient ce week-end à Paris. Votre pays, le Burkina, fait partie de ces États du Sahel qui récemment ont eu tendance à tourner le dos un petit peu à la France sur fond de critiques grandissantes à l'égard de la politique menée par Paris. Est-ce que ce détournement de Paris vis-à-vis de la politique, en tout cas cette prise de distance vis-à-vis de la politique menée par Paris, c'est quelque chose qui a pu vous freiner, vous, dans votre action, ou au contraire, ça n'a absolument rien changé? Moi, je pense, il y a quand même des liens. Oui, il y a quand même des liens, mais je pense que nous, en tout cas, dans notre conviction et dans nos différentes actions, ça n'a absolument rien changé. Et j'aime à le dire, nous n'avons... la population, les Burkinabés ou les Tchadiens ne détestent pas les Français, loin de là. Les politiques se règlent entre elles et l'art se règle entre nous. Donc, je pense que ça n'a vraiment rien changé. Et la preuve, nous sommes là avec Oxfam France et nous sommes sur un festival, bien sûr, pour dénoncer les inégalités dans le Sahel et tout ce qui va avec. Mais c'est comme je l'ai dit, les actions n'ont pas changé, la détermination n'a pas changé et l'évolution des choses n'a pas changé. Et l'une de vos armes, c'est à toutes les deux, c'est votre point commun, c'est le slam. Alors très concrètement, Epiphanie, comment est-ce que vous utilisez le slam au quotidien pour mener à bien votre combat, votre lutte en faveur des femmes? Donc, le slam, pour moi, c'est un exécutoire dont ça me permet en fait de véhiculer des messages forts, que ce soit sur le quotidien, que ce soit sur les faits de société et tout ce qu'on vit dans la société, et me permet en fait de dénoncer tout ce qui se passe dans la société comme inégalité. Et où est-ce que vous produisez? Est-ce que c'est à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est face à un vrai public? Dans quel cadre est-ce que vous slamez? Oui, ça dépend, que ce soit dans les vidéos, que ce soit lors des concerts ou bien des invitations, on produit. Là où on est invité et là où on peut trouver un public qui peut nous attendre et qui peut nous comprendre, on passe le message qu'il le faut. Et justement, pour saisir un peu votre message, est-ce que vous accepteriez de slammer un petit peu pour qu'on puisse découvrir votre talent? Ok, d'accord. Allez-y, on vous écoute. Cette histoire, je ne l'ai racontée à personne, même pas à mon ombre. Ce traumatisme, je l'ai caché au tréfonds des abîmes de ma déchéance. J'ai voulu faire un trait sur ce soleil noir, mais le corps n'oublie pas ce que le temps essaye en vain d'effacer. J'ai voulu faire taire ces cicatrices qui m'ont tant rappelé à quel point j'ai été brimée, brisée et égorgée vive. J'ai voulu mettre une croix sur cette douleur du passé, mais trop présente. Hier, c'était juste mon histoire. Aujourd'hui, elle devient l'histoire de Darino, de Rukaya et de Khadija. Je m'endors dans mes cauchemars. J'ai passé ma nuit dans la geôle éternelle. Ils m'ont offert le sang de mes sœurs pour abréver mes peurs. Et je suis dans l'obligation de boire. À ce instant précis, je suis en Orient, je suis à l'est du Tchad.
près du Darfour, parmi les calaches et les machettes. Je suis le tambour de la guerre, l'Amazone dans ce cercle noir, ce gouffre de la désolation. Slam. Magnifique, très puissant, et on sent que vous évoquez évidemment des thèmes à la fois douloureux, mais évidemment universels également. J'imagine que auprès de la jeunesse, votre discours doit trouver un certain écho, et peut-être au-delà des frontières de votre pays, le Tchad. Oui. Et vous, alors, comment est-ce que vous utilisez le slam? Est-ce que vous êtes sur le même type de thématique? Pas du tout. Oui, vous savez, il y a autant de définitions de slam qu'il y a de slammeurs et de spectateurs de scène slam. Mais le slam, c'est avant tout une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. Le moyen le plus facile pour passer des émotions et l'envie de faire bouger les choses. Et oui, Slamazone, moi particulièrement, j'ai la chance de faire beaucoup de tournées, que ce soit en Autriche, aux États-Unis ou en Europe ici. Et ça nous permet, devant ce vrai public-là, de dénoncer et de palper du doigt les choses, les réalités sur le terrain. Et puis voilà. Est-ce que vous accepteriez aussi de vous prêter à l'exercice? Tissé au fil d'hier solide est la femme. Mais les voix sont faites, tout y est écrit. Nos voix sont de tête, nous sommes tout aguerris. À la guérite, à la guerre, comme au dire, sans médire, sans mot dire. Aujourd'hui, la femme se réveille. Aujourd'hui, la femme donne sens à toute une vie. Les dés sont lancés, il faut jouer. Mais si jamais on perd, c'est que chacune de nous aura échoué. C'est à nous de tracer la direction du monde. Et au-delà de mes mots, il faudra des actions. Mais on y arrivera parce qu'on a la rage de vivre. On y arrivera comme des femmes intègres, même en manque de vivre. On y arrivera surtout pour tracer l'histoire. Nos vies feront un livre. On y arrivera, car l'histoire se rappellera de nous. Magnifique également. En tout cas, c'est un appel puissant à la solidarité, l'union en tout cas entre les femmes. Mais est-ce que justement cette union des femmes à laquelle vous appelez, elle ne se heurte pas parfois au poids des traditions, tout simplement, au sein même peut-être des familles? Parce que c'est compliqué quand même de changer les mentalités. Parfois, c'est au sein même des familles que c'est le plus compliqué de démarrer ce processus. Exactement, mais je pense que toute chose a une évolution. Et bien sûr, les choses évoluent très vite, sinon nous ne serions pas d'ailleurs sur ce plateau. Exactement. Et oui, avec aujourd'hui l'apparition des réseaux sociaux, des informations partout, les choses évoluent. Et tout est une histoire d'explication. Je pense que les coutumes ne sont pas abrimées, elles sont au contraire très protectrices par rapport à l'époque. Et donc, en fonction de l'évolution, lorsque la cause est bonne, les coutumes sont favorables. Et vous-même, vous avez dû, Épiphanie, dans votre jeunesse, vous rebeller contre vos propres parents. Peut-être que vous pourriez nous raconter ces épisodes. Ça pourrait en tout cas donner de bonnes idées ou inspirer des jeunes filles qui nous regardent. Exactement, mais moi par contre, la chance que j'ai eue, c'était que j'avais des parents qui étaient tellement ouverts d'esprit, donc qui m'ont accompagnée dans tout ce que je voulais faire. Donc dès le bas âge, j'avais le choix de faire ce que je voulais. Donc ça m'a permis de libérer la parole, de dire ce que je veux dire, et je l'ai maintenu jusqu'à ce niveau. Exact. Et quels ont été les sujets les plus sensibles justement sur lesquels vous avez dû faire ce travail de sensibilisation de vos parents, même s'ils avaient cette ouverture d'esprit? Je pense tous les sujets, je parlais de tous les sujets avec mes parents déjà. Donc, quand j'ai voulu m'engager normalement, tout le monde m'a accompagné, toute ma famille m'a accompagné dans ce que je suis en train de faire. Et je pense que c'était ça ma force en fait de faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, un dernier mot peut-être pour vous, Rakizatou Malika, parce qu'il ne nous reste qu'une trentaine de secondes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre action militante? Quels sont les objectifs que vous visez finalement? Moi, je rêve de voir comme ça un monde où il y a beaucoup d'égalité, beaucoup de respect du droit de la femme et du droit humain en général. Et je sais, j'y crois. Je sais qu'un avenir radieux s'ouvrira non pas seulement à l'Afrique, mais également au monde. Et oui, nous y croyons et nous savons que nous sommes sur la bonne voie.
Eh bien, écoutez, le message est entendu. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde. Je rappelle que vous étiez de passage à Paris dans le cadre du festival Oxfam France qui a lieu donc tout le week-end à Saint-Ouen. Tout de suite.